Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Alors, vecteur vitesse, vecteur accélération. Donc en général, je vois que vous avez écrit le vecteur vitesse et le vecteur accélération, enfin pour la plupart d'entre vous. Et après, donc la question, c'est à quels instants le mouvement est-il accéléré? C'est au sens du langage courant, c'est-à-dire quand est-ce que la vitesse augmente? Quand est-ce que la norme de la vitesse augmente? Hein, c'est ça que je veux dire. Parce que sinon, au sens de la physique, à quel moment, à quels instants le mouvement est-il accéléré? C'est dès que le vecteur accélération est non nul. Or, vous avez dû trouver que vous avez un vecteur accélération qui reste constant et non nul. Donc on pourrait dire dans ce cas-là, à chaque instant, à tout instant, le vecteur accélération est non nul. Bon, donc moi, je précise, c'est bien au sens de la norme de la vitesse. Quand est-ce que la norme de la vitesse augmente? Il y a plusieurs façons de répondre à la question. Alors, on va déjà se mettre d'accord sur le vecteur vitesse. Voilà, hein, donc vous faites la dérivée de chaque composante par rapport au temps. On a un mouvement plan, on ne précise pas la dernière coordonnée, elle doit être constante, on peut la prendre égale à 0. Vous dites s'il y a le moindre souci. Et c'est Alexis à côté peut-être? Allez-y, l'accélération c'est... Voilà. Donc ça veut dire que le vecteur, la composante horizontale, mettons x, de la vitesse reste constante. La composante suivant y, elle varie de moins 10 mètres par seconde chaque seconde. Voilà une interprétation simple de l'accélération. Vous me dites s'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Alors, donc on veut savoir à quels instants le mouvement est accéléré. Alors, pour ça, je vous ai dit, c'est au sens de la norme de la vitesse. Je voudrais savoir à quel moment on a la norme du vecteur vitesse qui augmente. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est d'exprimer la norme du vecteur vitesse, que je peux noter petit v. Alors Elliott, c'est quoi? Alors, la norme d'un vecteur, vous avez un vecteur à deux composantes, x, y. La norme, c'est... Voilà, ça représente Vx, en fait, ça représente Vy, donc c'est racine de Vx carré plus Vy carré, donc dictez-moi, ça fait racine de... voilà, ça c'est Vx, et ça c'est Vy, donc c'est pas juste... Voilà, c'est le tout qui est au carré. Hein. Donc c'est plus, je vais mettre 4 moins 10t, le tout au carré. Ok? Voilà. Alors, une fois que j'ai cette norme de la vitesse, qu'est-ce que je peux écrire, Jeanne? Est-ce que vous voyez à partir de ça, quand est-ce que... voilà, est-ce que vous voyez la réponse? Est-ce qu'on peut dire à un moment donné s'il y a un minimum pour la vitesse, quand est-ce qu'elle diminue, quand est-ce qu'elle augmente? Je ne sais pas si c'est évident. Oui, de faire ça. Alors, c'est vrai que c'est une fonction du temps. Hein. Je peux dire que c'est V de t. Alors, je vous laisse peut-être y réfléchir un instant. À partir de ça, bon, sans forcément faire la dérivée, est-ce que... je laisse réfléchir un petit peu. Hein. Là, vous allez me donner la réponse. Mais voilà. Essayez de vous demander comment est-ce qu'on peut, sans faire un tableau de variation, comment est-ce qu'on peut dire quand est-ce que ça augmente, ça diminue. Et puis, d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Essayez de vous rappeler. Je laisse réfléchir un instant, puis je demanderai à quelqu'un. Alors, comme j'ai pas envie de faire vraiment des maths et un tableau de variation, je disais, en fait, il suffit de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la racine et peut-être, en étant un petit peu astucieux, on peut dire comment ça varie. Alors, qui est-ce qui arriverait à m'expliquer sans tableau de variation? Oui? Alors, 4 moins 10t n'est pas forcément positif. Par contre, au carré, c'est positif. Ce terme-là, il est toujours positif. Donc, on voit effectivement que la vitesse, elle est toujours supérieure à racine de 4. Voilà. Okay. Quand est-ce qu'on arrive à la valeur minimale? À quel instant on arrive à la valeur minimale de la vitesse? Qu'est-ce qu'on peut dire? À quel instant t la vitesse est-elle minimale? Oui?
Exactement. Ça, c'est positif, c'est toujours positif. Et donc, ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, l'argument de la racine, c'est toujours supérieur à 4. Ça prend cette valeur minimale de 4 lorsque ce qui est dans le carré est égal à 0. Lorsque le carré est égal à 0. D'accord ? Le carré, il est positif ou nul. Donc, la valeur minimale, elle est obtenue. Je vais l'écrire. Valeur minimale, c'est égal à 0 d'ailleurs, lorsque t est égal à, il suffit d'écrire, 4 est égal à 10t, donc t égale 0,4 secondes. D'accord ? Bon, donc on a déjà la valeur minimale. C'est à l'instant t égale 0,4 secondes que ce carré est minimal, il vaut 0, et donc c'est à cet instant-là que la vitesse est minimale. Mais on peut dire mieux que ça. En fait, quand on développe ça, je ne sais pas si vous avez besoin de développer pour le comprendre, en fait, ça correspond mathématiquement à quoi, un terme comme ça? Voilà, c'est un polynôme. C'est un polynôme du second degré, okay, qui a une seule racine, la racine double t égale 0,4. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Vous savez bien comment ça évolue, les polynômes comme ça. On a un coefficient qui est positif, 10t carré. On a la valeur minimale en t égale 0,4. Voilà. Et donc, on sait que avant cette valeur minimale, ça descend. Et puis après, ça augmente. D'accord ? Donc, on sait que ce qui est au carré, là, ça augmente à partir de t égale 0,4. Si ce terme au carré augmente, eh ben, la vitesse augmente. Donc, voilà, on sait répondre sans faire un tableau de variation qui va prendre du temps. On sait dire, puisqu'il s'agit juste d'un polynôme du second degré, c'est à partir de l'instant t égale 0,4 que la vitesse va augmenter. Donc, je vais écrire comme ça rapidement. 4 moins 10t au carré augmente à partir de t égale 0,4 secondes. Et donc, ça veut dire que v augmente aussi à partir de cet instant-là. D'accord ? Voilà, donc on n'est pas en maths, en physique, vous pouvez faire des petits raisonnements comme ça astucieux, qui vont gagner du temps. Bon, d'ailleurs, il y a une autre façon de le voir, hein, puisque vous venez de me dire ça. Si on représente graphiquement la vitesse Vx et la vitesse Vy, alors Vx, je ne vais même pas le faire, elle est constante, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais si je représente Vy au cours du temps, tenez, faites-le juste avant que je le trace au tableau. Ça a l'air de quoi ? La fonction Vy, fonction du temps. C'est tout simple. C'est une fonction affine. Voilà. Donc, fonction affine, ça veut dire, vous savez bien, ça veut dire que je trace une droite. Okay, ça correspond à ça. À l'instant t égale à 0, quand je fais t égale à 0, je regarde ici la vitesse y, c'est Vy que je trace en vert, c'est 4. 4 mètres par seconde vers le haut. 4. Voilà, c'est des mètres par seconde. Okay. Et je prends t, le temps, je vais exprimer en secondes. Quand est-ce que cette vitesse Vy s'annule? Bon, on l'a dit, c'est à l'instant 0,4 secondes. Tac, 0,4 secondes. Okay. Voilà, donc on comprend que quand on calcule la norme de la vitesse, on a Vx carré plus Vy carré. On voit bien que la norme carrée de V, c'est-à-dire Vy carré, ça diminue ici, puis après ça réaugmente. Voilà. Donc, bon, c'est une autre façon géométrique de l'interpréter. Maintenant, quelle est l'autre méthode? Je reviens à la question initiale. En fait, ce n'est pas ça que je voulais vous faire calculer au départ. Je voulais que vous exploitiez le cours, parce que dans des cas un peu plus compliqués, il vaut mieux exploiter une propriété que j'ai démontrée dans le cours. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que j'ai raconté? Oui. Voilà, c'est le produit scalaire VA, vitesse, vecteur vitesse fois vecteur accélération. J'ai démontré dans le cours que, donc rappel du cours, rappel, la norme de la vitesse augmente lorsque V produit scalaire A est positif. L'accélération a une composante positive quand on la projette sur le vecteur vitesse. Voilà. Donc il suffit d'écrire ce produit scalaire. Je mets or V produit scalaire A, Maëlie. C'est quoi le produit scalaire? Ça vaut combien? En regardant là-bas.
Non, mais sans faire sans faire le calcul, c'est quoi l'expression? D'accord, mais Vx fois X, ça fait combien? 0, donc il reste, qu'est-ce que j'écris comme calcul? Voilà, donc, bon, alors je l'écris, donc moins 10t plus 4, d'accord? Pour l'instant, sans faire le calcul, fois moins 10. Okay, c'est ça que vous vouliez faire. Hein, ok, voilà, donc il suffit de se demander quand est-ce que ça, c'est positif. Bon, alors je peux enlever le signe moins peut-être qui est devant, c'est égal à 10 fois 10t moins 4. Okay, il est clair que 10 est positif, donc ce terme-là est positif, ce produit scalaire est positif lorsque ceci est positif. D'accord ? Il faudrait que ce soit positif pour que la vitesse augmente. Voilà ce que je veux dire par là. Okay, donc on retrouve clairement que la condition c'était supérieur à 0,4 secondes. On retrouve le même résultat. Okay, oui ? On n'est pas obligé de développer, c'est plus simple comme ça. En général, c'est plus simple sous forme factorisée. Hein, quand vous pouvez, comme en mathématiques, souvent il vaut mieux factoriser. C'est OK pour tout le monde? Voilà. C'est pas méchant comme exercice, ça. À quels instants le mouvement est-il accéléré? Ça y est, on a fait. Ralenti, bah, évidemment, vous avez compris, on ne va pas refaire des calculs. C'est entre t égale à 0 et t égale 0,4, le mouvement est ralenti. Donc, j'ai écrit quand même mouvement ralenti entre t égale à 0 et t égale 0,4 secondes. C'est bon? Voilà. Alors, une petite variante que j'ai inventée là pour le TD, qui n'est pas dans les exercices, mais c'est le genre de calcul qu'on va faire assez souvent après, c'est je vous donne non pas la position de l'objet au cours du temps, mais je vous donne le vecteur accélération et il faut en déduire le vecteur position. Précisément, il y a deux conditions initiales en mécanique, c'est la position initiale et la vitesse initiale. Donc voilà, imaginons, c'est voilà, un exercice qui n'est pas dans le polycopier. Donc si on sait que la vitesse à l'instant 0, c'est un vecteur que je vais noter V0 qui est orienté comme ceci. Voilà, j'ai un axe X ici, un axe Y là. Et imaginons que la vitesse initiale de mon système, qui est un point, c'est ce vecteur V0 qui fait un certain angle alpha avec l'axe des abscisses. Et pour faire un calcul, mettons après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis alpha, donc je vais mettre alpha égale 30 degrés. Voilà. Mettons que alpha soit égal à 30 degrés. Mettons que le vecteur vitesse soit égal à 4 mètres par seconde en norme. Voilà. Et puis, mettons que à chaque instant, le vecteur accélération soit orienté suivant y. Donc, quel que soit t, le vecteur accélération, il vaut une certaine constante fois le vecteur unitaire dans la direction y, c'est-à-dire que voilà, le vecteur accélération il part par là, et cette constante, je sais pas, je vais mettre 10 mètres seconde moins 2. Okay, donc c'est un petit peu le problème inverse de ce qu'on vient de faire. J'aimerais bien que vous trouviez les coordonnées x et y, on va dire que c'est un mouvement qui est dans le plan. Hein. Vous trouvez les coordonnées x et y de ce point au cours du temps. Donc je mets comme exercice, exercice, problème inverse. Je vous laisse réfléchir à ça 2 minutes. Pour ceux qui n'arrivent pas à démarrer, je rappelle les bases. Vous savez que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Vous savez bien en mathématiques quelle est l'opération inverse de la dérivation. On cherche une primitive de.
Donc là, c'est pareil, vous avez un vecteur accélération qui est connu. On peut partir de ce vecteur, de l'expression de ce vecteur. Il y a deux composantes. Il y en a une qui vaut 0 suivant x, et l'autre, elle vaut une certaine constante qui vaut 10 selon y. D'accord ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez chercher une primitive de ce vecteur accélération. Ça sera un vecteur vitesse. Les primitives sont définies a priori à une constante près, mais ce qu'on va supposer, c'est que la vitesse initiale, c'est ça. Et je vais rajouter, parce que je l'ai peut-être dit, mais je ne l'ai pas écrit, la position initiale, on va supposer que c'est l'origine du repère. D'accord ? Donc c'est le point O, c'est-à-dire le vecteur position à l'instant 0, c'est le vecteur nul. Oui ? Ce que je voudrais, c'est le vecteur position au cours du temps. Mais il faut passer par le vecteur vitesse, effectivement. Donc vous écrivez les deux coordonnées du vecteur accélération, qui est constant, puis après vous cherchez une primitive de ces deux coordonnées. Allez, vous allez me dire, le vecteur... alors, si on veut, d'ailleurs, je vais d'abord écrire le vecteur accélération, il a deux coordonnées, donc on a dit 0, et on va le faire de manière numérique directement, c'est ça. Ensuite, le vecteur vitesse. On a une fonction qui vaut 0. Quelles sont les primitives de cette fonction ? C'est des constantes, d'accord ? Donc je sais que ici, j'ai une constante. Je vais l'appeler, je ne sais pas moi, C. C1, mettons. Okay ? Et puis je verrai après. Ensuite, une primitive de ça. 10t. Ça, c'est une primitive. Ben, il faut a priori que j'écrive plus constante. Ça, c'est aussi une primitive. C'est cette fonction-là, quand je la dérive, 10t plus constante, ça me fait aussi 10. D'accord ? Donc voilà, je sais d'avance que le vecteur vitesse, il va s'écrire comme ça, de manière générale. Mais il faut que je détermine les valeurs numériques de ces deux constantes. Okay ? Vous m'arrêtez quand ça ne va pas, hein, je vais doucement. Peut-être que je vais trop doucement, là, pour ceux qui ont déjà fait la méca. Hein, bah, vous patientez un petit peu, puis vous faites des exos plus durs. C'est bon ? Alors maintenant, je regarde quelle est la valeur qui est imposée par l'énoncé. On me dit, ben voilà, le vecteur vitesse, il est orienté comme ça, il a telle norme. Donc je vais regarder que valent les composantes Vx et Vy à l'instant 0 du vecteur vitesse d'après l'énoncé. Donc je peux écrire, or, le vecteur vitesse à l'instant 0, il a deux composantes qui sont, et là je vais changer, c'est Suleiman qui va me dire, que valent ces deux constantes, ces deux valeurs, deux composantes. Voilà. La composante horizontale du vecteur vitesse, c'est V0 cos alpha, parce que ça c'est la norme V0. Et quand je projette sur x, j'ai juste à multiplier par le cosinus. D'accord ? Cette composante-là, Vx à l'instant 0, c'est V0 cos alpha. Et puis l'autre composante, évidemment, c'est V0 sin alpha. Ok ? Et puis on va dire combien ça fait, puisque V0, c'est 4 mètres par seconde. Et alpha, c'est 30 degrés. Ok ? Ça fait combien cos de 30 degrés ? En radians, 30 degrés, c'est combien de radians ? C'est pi sur 6, et cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. D'accord ? Donc, ça nous fait 4 fois racine de 3 sur 2. Donc, ça nous fait 2 racines de 3. Alors, en physique, on ne laisse jamais 2 racines de 3. D'accord ? Parce que c'est comme si c'était infiniment précis. On n'est pas infiniment précis. Donc, on laisse typiquement 2, 3 chiffres significatifs, mais on ne laisse pas un truc comme ça. Donc, on prend sa calculatrice, et puis on fait, ça fait 2 fois 1,732 environ. Il y en a qui l'ont calculé. Bah, prenez votre calculatrice, dites-moi combien ça fait, et puis vous complétez l'autre ligne, et après vous complétez C1 et C2. 3,46, bon, c'est des mètres par seconde. Et puis de la même façon, ici, on aura 4 fois sinus de 30 degrés, c'est encore pi sur 6. Sinus de 30 degrés, on sait, Jules, que ça fait... Combien ça fait, sinus de 30 degrés ? 1,5. Voilà, donc ça nous fait juste 2 mètres par seconde. Voilà la vitesse initiale. Voilà les composantes du vecteur vitesse initiale. C'est OK ?
Bon, ben, j'ai plus qu'à regarder ce que donne cette expression générale. Hein. Donc ici, moi je le fais là, mais vous pouvez le refaire en dessous. À partir de l'expression générale, je peux dire que V à l'instant 0, c'est un vecteur qui a pour composante, bon ben, C1, c'est une constante. Je fais t égale à 0 dans cette expression, il reste juste C2. D'accord ? Et je compare cette expression du vecteur vitesse, voilà, j'ai deux composantes avec ça. Donc là, j'identifie, hein, et j'en déduis que C1 est égal à 3,46 mètres par seconde, et puis C2 égale 2 mètres par seconde. Donc ça y est, j'ai mes constantes C1 et C2. D'accord ? Voilà, on est passé du vecteur accélération au vecteur vitesse en faisant deux choses. On a cherché une primitive, premièrement, et puis deuxièmement, on a regardé quelles étaient les conditions initiales. Quelle est la valeur initiale du vecteur vitesse. Okay ? Donc, ça y est, j'en déduis que finalement, la conclusion, première étape, je connais les coordonnées de mon vecteur vitesse dans le plan XY, c'est 3,46 sur X, en mètres par seconde, hein, je ne précise pas, c'est les unités SI, et puis en dessous c'est 10T plus 2. D'accord ? Donc il faut retenir ces étapes. Là, c'est vraiment un exemple très simple. Quand ce sera un peu plus compliqué, c'est toujours la même chose. On passe du vecteur accélération au vecteur vitesse en prenant une primitive. Cette primitive, elle est définie à une constante près. Vous avez deux constantes si vous avez deux axes, trois constantes si vous avez trois axes, une constante si vous avez un seul axe. Comment déterminer la constante ou les constantes ? Eh bien, on regarde l'énoncé. Quelles sont les conditions initiales ? Ben ici, les conditions initiales, l'objet il a été lancé avec telle vitesse, tel angle. Je peux en déduire les composantes initiales du vecteur vitesse. C'est OK pour tout le monde ? Voilà. Maintenant, en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais avoir le vecteur position au cours du temps. Donc, c'est un peu la même chose. Je vais chercher une primitive du vecteur vitesse, puisque la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, le vecteur vitesse. Donc, inversement, le vecteur position, il est donné par des primitives du vecteur vitesse. Donc, j'en déduis OM au cours du temps, et je cherche deux primitives. Alors, pour changer un petit peu, Antoine peut-être, je ne suis pas sûr, c'est Antoine ? Ok, alors dites-moi, primitive du vecteur vitesse. Voilà, hein, donc il faut bien intégrer par rapport au temps, pas par rapport à x, je sais qu'en maths c'est toujours x, et l'autre c'est exactement 5t carré, c'est une primitive de 10t, hein, parce que quand vous dérivez de t carré, ça fait 2t, 5 fois 2, 10t, plus 2t, et qu'est-ce qu'on a oublié quand on a écrit ça, a priori ? Plus constante. Bon, alors on va le mettre. C1, C2, je vais mettre C3, C4. Mais là, c'est pas trop compliqué puisque on sait qu'à l'instant initial, à l'instant t égale à 0, le système, il est justement à l'origine, c'est-à-dire en x égale à 0, y égale à 0. Donc, je l'écris. Or, à t égale à 0, x égale à 0, y égale à 0. Et on en déduit que C3 et C4 sont nuls. Et finalement, voilà, notre vecteur position, c'est juste 3,46t, 5t carré, plus 2t. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ça ? Il faut le dire, hein, il n'y a pas de honte, surtout si vous n'avez pas fait de mécanique en terminale, il se peut que ça vous semble déjà compliqué. Hein, donc après, si vous ne sentez pas de demander tout de suite, bah, vous venez me voir à la pause ou plus tard et on discute de ça. Oui. Oui, c'est-à-dire là j'ai fait vraiment du calcul numérique pour que ce ne soit pas trop abstrait, mais en principe on fait d'abord du calcul littéral et à la fin on remplace. Oui. C'est bon ? Voilà. Alors, ensuite, j'ai prévu de faire l'exercice qui s'appelle montgolfière. Pardon ? Oui, TE c'est une constante, on ne sait pas combien ça vaut, là ça reste du calcul littéral. C'est un certain nombre de secondes. Hein. C'est une constante. Voilà, c'est un temps.
C'est un temps. Pourquoi c'est forcément un temps, Antoine? Voilà. Il faut forcément diviser la longueur par un temps pour avoir une vitesse. On vous dit que la vitesse verticale, j'ai marqué V0, si vous voulez, c'est la composante verticale de la vitesse. On vous dit que c'est indépendant de latitude, donc c'est toujours la même chose. La composante VZ, si vous voulez, au lieu de noter V0, j'aurais pu mettre VZ, composante suivant Z de la vitesse, c'est toujours la même chose. C'est une certaine valeur V0. Donc je l'écris, si vous voulez. Donc on a, quel que soit t, à tout instant, la composante verticale de la vitesse, c'est une certaine constante que je note V0 dans l'énoncé. Et puis, on va dire que la montgolfière, elle part de l'origine. On peut toujours choisir, c'est ce que je mets d'ailleurs dans l'énoncé, mais évidemment, on fait toujours, en général, on fait toujours partir de l'objet du point origine, quand on peut. Alors, on ne parle pas de l'axe Y, perpendiculaire, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'interviendra pas. On peut dire qu'on sait d'avance, pour simplifier, que le mouvement va rester dans le plan X, Z. Alors pour l'instant, on est juste dans le paragraphe cinématique, c'est-à-dire que les forces n'interviennent pas. Donc, bon, vous pouvez toujours faire un petit schéma avec une montgolfière, mais ça ne va pas servir à grand-chose parce que on n'a pas besoin de représenter de force dessus. Elles ne sont pas précisées. Qu'est-ce qui fait monter la montgolfière au passage, même si ce n'est pas du tout le sujet de l'exercice? Pourquoi elle monte? Oui, c'est la poussée d'Archimède. C'est au programme de terminale, la poussée d'Archimède? Non? Bon, mais c'est bien si vous connaissez. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard. Alors quand j'écris Vx égale Z sur TE, Z, ça représente l'altitude de la montgolfière. Comme elle monte la montgolfière, ce Z, il n'est pas constant. Par contre, ce qui est constant, c'est la vitesse de montée verticale. C'est la composante verticale du vecteur vitesse. On va démarrer parce que je vois certains sont bloqués. Je ne sais pas par quoi ils sont bloqués. Je voudrais savoir. C'est Juliette qui me dit qui répond à la première question. Où est-ce qu'elle est, Juliette? C'est Z de T. Est-ce que ça vous parle? C'est égal à quoi? Alors, ça se lit, la composante Z de la vitesse, Vz de T, c'est égal à la constante V0. Ok. V0T plus une constante, d'accord. Je vais l'appeler, allez, C1. Et qu'est-ce qu'on peut dire de C1 en fait? Voilà. Car le point, la montgolfière, elle est à l'abscisse, elle est au point origine, à l'instant 0. D'accord? À t égale à 0. Donc en fait, c'est un truc qu'on pourrait. C'est une question à laquelle on pourrait répondre sans avoir fait de physique, sans avoir fait de mécanique. C'est, on vous dit, vous avez un machin, un point, qui démarre d'ici et qui avance le long de la verticale. Il avance à la vitesse V0. N'importe quel élève de collège va vous dire, ok, la distance, c'est la vitesse fois le temps. La vitesse verticale, c'est V0. Je multiplie par le temps et j'ai la hauteur, la distance parcourue à la verticale, qui s'appelle la hauteur Z. Z de t égale V0t. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la physique pour ça. Okay. Alors c'est ce qu'on peut retrouver effectivement en faisant une primitive et ensuite en regardant quelle est la condition initiale. Bon. Alors voilà pour Z de t. Mais vous me dites si j'ai peut-être l'air de dire que c'est super simple, mais pas forcément. C'est justement au début qu'il faut bien prendre le temps de comprendre les notations. Vous n'hésitez pas à me... Je répète si vous voulez. Ensuite, on va avoir x de t. Pour ça, vous savez d'abord, d'après l'énoncé, que voilà, vous avez cette expression-là pour la vitesse Vx. Donc on va peut-être pas répondre directement à la question que vaut x de t, mais on peut se demander que vaut Vx. Alors, étape d'après, Monsef, qu'est-ce que c'est Vx alors? Oui, alors donc je recopie l'expression, et donc dictez-moi, qu'est-ce que j'écris après? V0t sur TE, ok, et ça, ce qui est devant, c'est une constante. On ne sait pas combien c'est, mais c'est une constante, parce que V0, c'est une valeur initiale de la vitesse verticale. C'est d'ailleurs une constante dans l'énoncé, il est marqué V0 constante. C'est la vitesse d'ascension verticale.
Et TE, on a dit, c'est une constante. Okay. Et donc, mon CF, pour finir, quel est le lien entre ça et ça? Comment je fais pour passer à X? X, c'est quoi par rapport à Vx? Que représente X par rapport à Vx? C'est une primitive, donc allez-y. 1 demi de V0 sur TE fois T carré, plus quoi? Plus une constante. Bon, je vais l'appeler C2, mettons. C'est OK pour tout le monde? Et que vaut C2? C'est 0 parce que, voilà, à l'instant T égale à 0, la montgolfière, elle est au point O. D'accord? 0, car ben, à l'instant 0, on sait d'après l'énoncé que l'abscisse vaut 0. Dites-moi hein, s'il y a un souci, si un petit truc n'est pas clair, c'est que vous n'avez pas compris. Il faut que ce soit bien clair. Oui. TE, c'est une certaine constante qui est homogène à un temps. Par exemple, c'est peut-être 10 secondes. On ne sait pas combien c'est, mais c'est un certain temps. Voilà. C'est un temps qui est une donnée de l'énoncé. On a le droit de s'en servir. Okay. Alors peut-être qu'il faudrait que je précise dans cet énoncé, TE est une constante. Voilà. Bon, alors si ça c'est bon, il ne nous reste plus qu'à écrire X en fonction de Z. Là, ce qu'on a actuellement, c'est une description qu'on peut appeler paramétrique. On a les coordonnées en fonction d'un paramètre qui est le temps T. Maintenant, ce que je voudrais obtenir, quand je dis Z fonction de X, je voudrais obtenir la trajectoire. Dans la trajectoire, il n'y a pas le temps qui intervient. C'est juste un lien entre les différentes coordonnées. Donc on sait que Y est égal à 0. Et j'aimerais bien avoir le lien entre Z et X pour pouvoir après, par exemple, représenter ça graphiquement. C'est Adrien qui me dit ça. Il est où, Adrien? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir Z en fonction de X à partir de ce qui est au tableau? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est X en fonction de Z, merci. Ça pourrait être une question supplémentaire. Bon. D'accord? Donc T, c'est quoi en fonction de Z? En regardant ce qui est au tableau. Regardez le tableau là. Ben voilà, c'est juste Z sur V0. Hein, donc on peut mettre, on sait que à tout instant, on a cette formule qui est toujours vraie. T, c'est Z sur V0. D'accord? Or, on sait aussi, puisqu'on vient de l'écrire ici, on sait que X, c'est 1 demi de V0 sur TE, qui est une constante, tout ça c'est constant, fois T carré. D'accord? Fois T carré, je le mets comme ça. Et donc, je remplace. Et donc T, il est là. Je remplace T par son expression, fonction de Z. Donc ça fait Z sur V0 au carré. Voilà. Donc j'ai maintenant l'expression de X, une expression de X dans laquelle n'apparaît plus le temps. Il n'apparaît que son lien avec Z. C'est la trajectoire. Donc ça me fait 1 sur 2V0 TE fois Z au carré. Voilà, j'ai trouvé un lien entre X et Z. Ok, dernière petite question pour vous. Représentez graphiquement l'allure de la trajectoire. Parce que ce que je viens de dire, c'est que ça, pour moi, c'est la trajectoire. C'est un lien entre les coordonnées de l'objet, du système au cours du temps. Donc avec ça, il y a moyen théoriquement de tracer, de représenter graphiquement l'ensemble des points par lesquels passe l'objet au cours du temps. Bon, bah représentez-le. Sinon, il y avait une question devant, c'était... Oui. Ça s'appelle comment ce genre de courbe qu'on va tracer? C'est une droite? Vous pensez que la représentation graphique de... Voilà, une parabole. Si je représente x en fonction de z, c'est une parabole. Si je représente z en fonction de x, ben, ça représente à la fonction, ça correspond à la fonction racine, à une constante près. Hein. Bon, donc je fais quelque chose qui ressemble à une parabole. Alors je vous rappelle qu'une parabole, ça commence par une tangente
à l'axe correspondant. Hein. Donc ça ressemble à un truc comme ça. Voilà. Donc ici, il faut que ce soit tangent à l'axe de z. D'ailleurs, si vous regardez l'expression du vecteur vitesse en fonction du temps, bah, vous apercevez que à l'instant 0, le vecteur vitesse, il a une composante uniquement suivant z. Trajectoire parabolique quand on représente x en fonction de z. Voilà l'allure de la trajectoire de la montgolfière. Okay. Bon, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on admet, c'est à peu près ce qui se passe dans la réalité, qu'il y a de plus en plus de vent quand on monte à partir du sol. Hein. C'est pour ça que les éoliennes, par exemple, on ne les construit pas à ras du sol, on les monte le plus haut possible. Bon, à partir d'une certaine taille, les gens commencent à trouver ça trop moche, mais on les monte pour que le vent soit fort et régulier. Voilà. C'est bon? Vous me dites hein, si vous ne comprenez pas. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas faire semblant. Hein. Oui. Non, une parabole, ça ne redescend jamais. Alors, vous avez l'habitude des paraboles. Si vous voulez, je le complète. Vous, les paraboles, pour vous, c'est toujours ça. Ça, c'est la fonction x carré, si vous voulez. Okay, c'est ça, une parabole. Mais là, c'est la parabole, c'est, si vous voulez, f de x égale x carré. C'est en fonction de l'axe x. Ben moi, je fais la même chose, mais en fonction de l'axe z. Ça boucle jamais. Hein. Une parabole, ça monte de plus en plus raide, mais ça s'arrête jamais. Oui, oui, c'est-à-dire que chaque seconde, la montgolfière monte, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, elle monte de 2 mètres. Voilà. Ça reste constant. Mais en plus, vous avez une vitesse horizontale qui, au départ, valait 0 et qui est de plus en plus grande. Oui. Parce que en fait, c'est en fonction de z. Si vous voulez, c'est la fonction. Là, j'ai écrit x en fonction de z. Je pourrais mettre ça égale f de z. D'accord? Alors, si vous prenez ce truc-là, ça, vous comprenez ça? Imaginez que l'axe x, je le représente à la verticale. Je vous le fais comme ça. Imaginez que l'axe x, c'est ça. Et sur l'axe horizontal, en fait, je représente la fonction f de x égale x carré. D'accord? Vous renversez ça. C'est symétrique par rapport à la diagonale principale, là. Vous auriez ça. Voilà, si on avait voulu faire z en fonction de x, on aurait quoi comme expression? Je vous le dis, ça ferait z égale racine de 2v0te x. Donc c'est proportionnel à racine de x. Bon, bah la fonction racine, si vous regardez dans un bouquin de maths, la fonction racine, elle a une tête comme ça. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, le vecteur accélération, vous pouvez regarder. Hein, c'est pas très compliqué. Petit exercice pour vous. Faites le calcul de l'expression de vecteur accélération. Je laisse ça en suspens, si vous voulez. Et là, on va faire un petit exercice sur le PFD, hein, puisqu'on l'a fait dans le cours. On essaie d'appliquer tout de suite. Alors, je vais prendre le numéro 4. Oui, la représentation graphique de cette fonction de z, je pourrais, si vous voulez, je vous le refais, je pourrais faire ça comme ça. Si je mets z comme ça, voilà, ça c'est x de z, eh bien, j'obtiendrai une courbe comme ça. D'accord? C'est une parabole. Sauf que, en fait, moi, je représente, parce que c'est l'habitude, je représente la verticale, je la représente à la verticale. D'accord? Donc c'est la même courbe, mais c'est juste l'orientation des axes qui change. Voilà, donc un exercice sur le principe fondamental de la dynamique. Précisément, on est dans le cas statique. Pardon, on n'est pas dans le cas statique, on est dans le cas où le vecteur vitesse est constant. D'accord? Donc on va appliquer en fait le principe d'inertie. Principe d'inertie, vous savez que la somme des vecteurs force appliqués au système, c'est 0. Donc, la première chose à faire dans un exercice comme ça, c'est de faire un petit schéma. Et le système, on est en mécanique du point. Hein, le système, on peut toujours le représenter par un point. D'ailleurs, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais vraiment faire un point.
Ça m'arrange aussi, vu mon niveau en dessin. Mais peut-être que c'est mieux pour vous, même si vous savez bien dessiner, vous. Faites un point au lieu du skieur. Pourquoi? Parce que vous risquez, si vous mettez un skieur, vous risquez de faire partir des flèches, vecteur force, de différents points du skieur, et ça va vous compliquer les idées. D'accord? On ne s'intéresse pas à la rotation, à la stabilité du skieur autour de ses skis. C'est un point, le skieur, parce qu'on fait de la mécanique du point. Oui. Pardon? C'est le numéro 4. On va faire l'exercice 4. Oui. Bah, le point, si vous le représentez par un point, les pieds, les fesses, ça coïncide. La tête, c'est tout en un point. Je vais faire le schéma. Voilà, pour moi, le skieur, c'est ça. C'est pas compliqué. Alors, si vous regardez mon schéma, j'ai changé un petit truc. Au lieu de parler de l'angle bêta que fait la perche avec l'horizontale, moi, je vais introduire à la place, et vous allez voir pourquoi, je vais introduire l'angle gamma que fait la perche avec la piste. D'accord? C'est équivalent. Hein? Et Ralph, ça fait combien, l'angle gamma? Si vous comparez ce schéma et celui-là? 90 moins? Non, ça fait pas 90 moins 40, le gamma qui est là. Elliott, ça fait 10 degrés. C'est 40 degrés par rapport à l'horizontale, moins 30 degrés. Si vous voulez, je le représente, mais ne le faites pas parce que ça va juste alourdir votre schéma. Ce que je sais, c'est que ici, au total, vous avez 40 degrés, mais entre l'horizontale et la piste, là, vous avez 30 degrés. D'accord? La différence entre ces 40 degrés et ces 30 degrés, c'est 10 degrés. Donc là, j'ai 10 degrés. Okay? J'efface ça pour que le schéma ne soit pas trop touffu, qu'on y voit un peu quelque chose. Et voilà, moi je vais mettre que gamma ici fait 10 degrés. Alors pourquoi je fais ça? Bon, parce que j'ai un petit peu l'habitude de la mécanique et je sais que ça va simplifier les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? Bon, bah vous savez, on précise en mécanique, on précise le système, le référentiel. Donc le système, ça va être le skieur. Allez, je le mets. Système égale skieur. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Je vous ai dit que, bon, nous, on ne va pas s'embêter à l'écrire. On le suppose pour tout le cours. Et puis après, bah, il faut écrire les forces qui s'appliquent sur le skieur. Il faut les représenter sur le schéma. Et ensuite, il va falloir prendre les composantes de ces forces le long de deux axes bien choisis. A priori, on peut prendre n'importe quoi comme axe. Est-ce que quelqu'un, bon, intuitivement, peut-être que vous n'avez pas encore l'intuition de ça, mais ça va venir, voit ce que je vais choisir comme axe de projection? Les axes, mettons X et Y. Je vais les choisir dans quelle direction pour que ce soit relativement simple? Oui? Alors je pourrais, théoriquement, prendre l'horizontale vers la droite et la verticale. Eh bien, c'est pas ce que je vais faire. Et peut-être, avant que vous répondiez, parce que je pense maintenant que vous avez la bonne réponse, on va représenter les forces. Et une fois qu'on a représenté les forces, on essaiera de justifier pourquoi je ne vais surtout pas faire ça. On peut le faire, hein, ce que Théo vient de dire. On peut mettre un axe X horizontal, un axe Y vertical. C'est plus compliqué. Et si on a le temps, on fera aussi le calcul dans ce repère-là mal choisi. Mal, entre guillemets, ça marche aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Okay? Alors, l'étape suivante, c'est sur votre schéma, vous représentez avec des couleurs si possible, investissez dans des crayons de couleur, optique géométrique, mécanique, vous représentez les vecteurs des forces qui s'appliquent sur le système. Chaque vecteur de couleurs différentes si possible. Pourquoi un crayon de couleur? C'est que vous pouvez gommer. Alors pour le frottement, il y a marqué déjà c'est petit f. Et grand F, c'est la perche. Alors, on ne sait pas quelle longueur ont les différentes flèches. Hein. C'est juste la direction qu'on peut donner pour l'instant. Allez, pour que tout le monde soit à peu près d'accord. Eugénie, qu'est-ce que je peux mettre comme vecteur? Décrivez-moi ce qu'on doit faire. La perche? La perche exerce une force. Donc, elle est notée grand F. Elle est orientée comment?
c'est peut-être pas évident, mais à votre avis, vers la droite, enfin, le long de la perche. Hein, voilà. Alors, ça, c'est un truc qui n'est pas tout à fait évident. Je devrais peut-être le préciser dans l'énoncé. On va considérer que la perche exerce une force dans sa propre direction. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que le skieur, il n'essaye pas de se tourner par rapport à la perche. Hein, il n'exerce pas un couple. Il se laisse juste tracter. Bon. Donc, cette force, elle est notée grand F. OK. Mathis, qu'est-ce qu'on peut donner comme mot de force? Le poids, évidemment, dirigé vers le bas. OK. Voilà, tout à fait. Hein, donc, faut avoir suffisamment de couleurs. Force de frottement, donc petit f. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la longueur respective de ces flèches. Donc, je n'essaie pas de l'inventer. Jarod? Exactement. Il y a aussi, comme on l'a vu dans un autre cas, il y a la réaction de la piste, réaction normale de la piste. Alors ça, on détaillera après. Mais en fait, la réaction de la piste est constituée de deux forces. Il y a la force tangentielle là, à la piste qu'on vient de décrire, force de frottement. Ça fait partie en quelque sorte de la réaction de la piste sur le skieur. Mais il y a une autre force, il y a une autre composante qui est perpendiculaire à la piste, et souvent on appelle ça la réaction normale. Normale, ça veut dire perpendiculaire comme en optique géométrique. Donc on va la représenter. Si vous n'en aviez pas l'intuition, bon, ça viendra parce qu'on va faire tout un paragraphe de cours là-dessus. Et donc je prends, mettons, du orange et je dessine ma réaction normale, perpendiculaire à la piste. Bon, une façon de justifier cette force, c'est que qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas la force orange là? Voilà, le skieur il s'enfoncerait dans la piste tout simplement. Enfin, il pourrait a priori. Bon, donc voilà, ça c'est sont perpendiculaires l'une à l'autre. Oui. Non, encore une fois, je n'ai aucune raison de penser que Rn est égal à P ou est égal à F, etc. Je ne sais rien pour l'instant des normes des différentes forces. Et d'ailleurs, on va montrer que Rn n'a pas la même norme que le poids. On va le montrer. Est-ce que c'est bon pour les orientations des forces? Oui. Alors, si la neige est assez molle, qu'est-ce qui va se passer? Le skieur, au lieu de monter le long de la piste, il va d'abord s'écraser un petit peu dans la neige, mais à partir d'un moment, il va continuer le long de la piste. D'accord? Voilà, donc je me place dans cette situation-là. Alors, ça c'est déjà très important, c'est savoir faire un joli schéma. Hein, joli, ça ne veut pas dire j'ai dessiné un joli skieur, ça veut dire un schéma suffisamment grand qui fait bien apparaître les angles sur lesquels je vais pouvoir réfléchir. Donc là, par exemple, le vecteur poids, je mets un petit symbole pour dire c'est vertical, alors que cette droite-là, elle est horizontale. Et voilà, je me débrouille pour réfléchir, pour pouvoir réfléchir sur les angles. Alors, maintenant qu'on voit ça, la question qu'on me pose là je vais justifier de mon choix des axes. J'essaye de vous faire sentir la bonne méthode. Bon, c'est une question d'expérience. Ici, par exemple, la question qu'on me pose, c'est calculer la force qui est en vert, force verte. Mais il y a une force que je connais ici, celle qui est en violette, je la connais. Celle-là aussi, je la connais, parce que c'est donné par l'énoncé. Par contre, la force qui est en orange ici, je ne la connais pas, a priori. Je ne la connais pas, et on ne me la demande pas dans l'énoncé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un des axes de projection, que je vais appeler X, par exemple. Je vais le choisir perpendiculaire à cette force que je ne connais pas et qu'on ne me demande pas de calculer. Vous pouvez essayer de retenir ça. Quand vous avez une force inconnue dans un problème de mécanique, et quand on ne vous demande pas la valeur de cette force, vous avez toujours intérêt à choisir un système d'axes où il y a au moins un des axes qui est perpendiculaire à ce vecteur force. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de faire le calcul. Bon, on le fait, puis vous verrez au fur et à mesure pourquoi c'est effectivement intéressant. Alors, je vais dessiner les axes X et Y. Si j'ai une dernière couleur qui me reste, je l'utilise. Voilà. Vous faites au mieux. Je fais ça, puis je vous réponds. Donc voilà, je vais prendre un axe X perpendiculaire à cette force Rn inconnue. Et puis un axe Y comme ça. Voilà. Au final, vous verrez qu'on peut quand même calculer Rn, il n'y a pas de souci. Mais
pour aller vite, on peut s'en passer. Oui. Alors justement, la recette que je vous donne, et vous allez voir comment ça se passe ensuite, la recette que je vous donne, c'est vous commencez par repérer, si elle existe, la force inconnue dont on ne parle pas dans l'énoncé. On ne parle pas de Rn. Quand on a repéré cette direction, on choisit un des deux axes, par exemple l'axe X, perpendiculaire à cette force-là. Si on avait pris, comme Théo le proposait, un axe X horizontal, on aurait été obligé de calculer les composantes de Rn. Et c'est plus compliqué. Ok, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'écris le PFD. Donc j'y vais. PFD. Dictez-moi. F plus P plus le petit f, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Plus Rn est égal à quoi? MA, mais que vaut l'accélération ici? Elle est nulle. Elle est nulle, pourquoi? Parce que on vous dit, il avance à vitesse constante et en plus en ligne droite. D'accord? Ça, c'est parce que V égale constante plus ligne droite. Ok? Voilà. Alors, on ne sait pas résoudre directement une somme de vecteurs égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire les composantes de cette somme de vecteurs le long de l'axe X, et puis peut-être, s'il le faut, le long de l'axe Y. Ok? Donc on y va. Application, je vais chercher les composantes selon X. La somme de vecteurs, c'est un vecteur. Ce vecteur, il est nul. Donc la somme des composantes de ces vecteurs-là suivant X, ça doit faire 0. C'est ça que je vous demande d'écrire maintenant. On essaye de faire du calcul littéral tant qu'on peut. On remplace à la fin par les valeurs alpha, bêta, gamma, tout ce qu'on veut. Alors, Rémi, allez-y. Qu'est-ce que... On va peut-être on va les faire dans l'ordre, pour être un peu pédagogique. Alors, F. C'est gamma, ça se dit gamma, oui. Voilà, donc la composante, si vous voulez, là je pourrais écrire fx plus px plus machin, toujours avec x. Bon la composante x de la force F, que je peux noter F indice x, c'est F fois cosinus de gamma. D'accord? Ah, alors, la question c'est, regardez, ce vecteur bleu, quelle est sa composante suivant x? X, c'est comme ça. Donc regardez en fait la composante, si vous voulez, je la dessine. Ça c'est alpha. Voilà. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la composante du vecteur bleu dans cette direction-là. Là, je suis en train de représenter une projection orthogonale. D'accord? Donc la composante du vecteur bleu le long de x, ça va de ici jusque là. Donc déjà, on voit que c'est négatif, mais il y a plusieurs façons de l'expliquer. Par exemple, on peut dire que vaut cet angle-là. Je ne sais pas comment vous l'avez écrit. Oui. Que vaut cet angle-là? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Alors pourquoi c'est pi sur 3? Peut-être que c'est ça. Là, il y a alpha. Alors peut-être je vais l'appeler A. D'accord? On va y aller doucement. Pour calculer l'angle A, que fait le vecteur poids avec x? Eh bien, je peux écrire A plus alpha plus quoi, Rémi? Plus pi sur 2 égale à quoi? Égale à pi. Parce que ça, c'est la somme des angles dans un triangle. D'accord? Donc, dans ce triangle-là, entre ici, ici et ici, j'ai un triangle rectangle. Alpha plus A plus pi sur 2, ça fait pi. Donc, j'en déduis que l'angle A, ici, c'est pi moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 moins alpha. Okay? Maintenant, en fonction de l'angle A, Rémi, dernier truc, quelle est la composante du vecteur P? Je reviens sur cette même question. Quelle est la composante du vecteur P dans la direction X en utilisant l'angle A? En fonction de A.
juste en regardant ça. J'ai P ici, j'ai l'angle A ici. Ça vaut combien? C'est la projection là-dessus. En fonction de A, tout simplement, ne vous embêtez pas avec ça. Regardez le triangle qui est ici. Ce triangle, là, c'est un triangle rectangle. Vous avez P ici et vous avez l'angle A ici. Voilà, c'est P fois cos de A. D'accord? Il faut bien avoir en tête le triangle rectangle que je vous avais montré dans le cours. Ça, c'est l'hypoténuse et l'angle est ici. Cette longueur-là, c'est P cos A. D'accord? Donc, je l'écris avec un signe moins, puisque cette projection, cette composante est négative. L'axe X monte, cette projection, elle descend. Donc, ici, j'écris P, donc ça fait moins P cos de A. Et après, on va se rappeler, ce sera l'étape d'après, on va se rappeler que A, c'est ça. C'est OK? Je pense que ça, c'était le plus dur dans les projections. Petit f, quelle est sa composante suivant X? Moins petit f, puisque c'est exactement opposé à la direction de X. Et puis ensuite, il nous reste Rn, Clément, 0, puisque Rn est perpendiculaire à l'axe X. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on cherchait au fait? On cherchait grand F. Donc on isole grand F. Soit, alors ça je le mets entre parenthèses, c'est pour après, soit grand F est égal à, j'isole, ça fait petit f plus p cosinus A, et sous ça sur cosinus gamma. Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde? Ok. Bon, maintenant, petit a, il n'est pas donné dans l'énoncé. En fait, petit a, il faut que je remplace par ça. Alors, je vais mettre avec cosinus de petit a. C'est cosinus de pi sur 2 moins alpha. Ok. Je pourrais laisser comme ça à la limite. Sauf que cosinus de pi sur 2 moins alpha, quand on connaît un petit peu les formules de trigonométrie, on reconnaît que ça fait quoi? Plus simple? Moins sin de alpha, vous êtes tous d'accord? Sinus de alpha. Ça fait sin alpha. Okay. Alors, est-ce que alpha est donné dans l'énoncé? Oui, il est donné. Gamma n'est pas donné dans l'énoncé. Bon, je pourrais l'écrire comme, si on a envie, je l'écris comme bêta moins alpha. Ça, c'est bêta moins alpha. Bon, voilà, au final, conclusion. Nous venons de démontrer que grand F égale, expression littérale, petit f plus p, vous savez tous que c'est mg. Cos A, on vient d'écrire que c'est sin alpha, donc plus mg sin alpha, et le tout divisé par cosinus de gamma qui est là, cosinus de bêta moins alpha. Comme ça, je reprends uniquement les notations de l'énoncé. Donc c'est dans un deuxième temps, et seulement si on vous la demande. Application numérique, donc ça nous fait grand F égale, puis je remplace. Petit f, on m'a dit 100 newtons. Mg, alors M, la masse, 60 kg. G, je ne sais pas si on me le donne, 10 pour arrondir. Sinus alpha, c'est sinus de 30 degrés, pi sur 6, donc on sait que ça fait 1,5. Et on divise ça par cos de bêta moins alpha, qui vaut 40 moins 30. Et vous pouvez y aller, calculatrice, application numérique. Vous remarquez que nous n'avons pas besoin de calculer la valeur de la force en orange Rn. Nous avons déjà le résultat demandé. D'où le gain de temps. Ah, c'est pour la valeur numérique, vous l'avez? Ok. 406. 406 newtons. C'est virgule combien? Est-ce qu'il y en a un autre qui trouve ça? Oui, ok. Oui. Comment on trouve le petit a? Est-ce que c'est cette égalité que vous ne comprenez pas? Ici? Ok. Alors, ce que j'ai représenté ici, ça correspond au triangle dont je vais repasser les coins en orange.
Voilà. Ce triangle, on peut l'appeler grand A, grand B, grand C. C'est un triangle, la somme des angles de ce triangle, ça fait pi radian. D'accord? Or, quand on regarde les angles, dans ce triangle, il y a alpha ici, il y a pi sur 2 là, et puis il y a cet angle-là, petit a. Donc j'écris simplement a plus alpha plus pi sur 2, ça fait pi radian, comme dans tout triangle. C'est normal si vous avez du mal là-dessus. Hein. Je sais qu'on ne fait plus ça en terminale, on ne fait plus de projection de vecteurs, ça demande de l'entraînement. Donc il faudra vérifier que vous êtes capable de refaire ça sans regarder du début à la fin la correction. Une petite remarque avant que je vous donne la parole et que je vous libère. Je vous suggère 2 choses à faire à partir de ça. Premièrement, hein, je mets ça en petit exercice vraiment d'application, c'est une suite, si vous voulez, de cet exercice que je corrigerai. Hein. Premièrement, vous pouvez calculer Rn. Ce n'est pas demandé hein, dans l'énoncé. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir de ce schéma, on peut calculer Rn. Comment faire? Quelqu'un me dit en 2 mots comment on fait? Oui. Voilà, on va prendre les composantes du PFD, principe d'inertie ici, le long de l'axe Y. Donc vous calculez Rn. C'est premières affaires à la maison. Hein. Donc chez soi. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc intéressant, on va reprendre l'idée de Théo. On va, au lieu de mettre un axe X comme ça et un axe Y comme ça, vous allez refaire le même exercice pour voir si vous avez vraiment compris. Il faut changer un petit truc et vérifier si on arrive quand même à le faire. Donc vous allez prendre comme axe, refaire l'exercice avec des axes X et Y, horizontal, vertical. Refaire l'exo avec des axes de projection comme ça. X est horizontal, Y est vertical. Voilà. Ça va être un peu plus long, mais vous allez pouvoir retrouver, si vous ne vous trompez pas, vous allez retrouver, par exemple, vous allez retrouver cette valeur-là. Okay. Voilà. Alors, comme c'est l'heure, je vous libère, mais si vous avez des questions, venez ici.